pour ce nouveau live avec le sujet du soir qui est un peu le cauchemar du triathlète moyen, comme je le disais, qui est la technique en natation. Un truc hyper obscur, pas facile à travailler, dans lequel on s'imagine tout de suite passer des heures dans le bassin à faire des éducatifs incompréhensibles pour essayer d'avancer un peu plus vite au printemps. Non, on va essayer de mettre des concepts là-dessus, des mots Exactement ça. là-dessus. Je suis avec Maxime qui, en plus d'être coach de triathlon, a une spécialité natation, donc on va pouvoir balayer le sujet. Moi, je pense que Euh, la natation, c'est un cauchemar pour tout le monde, hein, parce que même pour même pour ceux qui se débrouillent, toujours cette partie un peu angoisse au libre pour tous les participants et voilà, ouais. Il y a une façon de l'aborder et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, mais je pense qu'on est un peu tous logés à la même enseigne là-dessus. Ouais. euh, t'as une approche de la natation et une définition de la nage que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Parce que ça tient en quelques mots, mais en fait, ça veut dire pas mal de choses. En gros, bah déjà c'est pas ma définition. Je l'ai volée à quelqu'un parce que je la trouvais vraiment excellente et je me suis dit qu'il fallait partager cette idée. Donc pour moi la natation c'était transpercer l'eau tout en s'appuyant dessus. Et à travers ça, bah, en fait, on retrouve déjà deux idées principales qui sont assez opposées dans leur construction euh, par rapport aux caractéristiques du milieu aquatique. Donc il y avait toute cette partie bah justement avec cette idée de transpercer l'eau où il y a une position préférentielle qui va permettre d'avoir moins de résistance à l'avancement. Et on va avoir aussi une autre partie de s'appuyer dessus, donc de se servir d'un milieu qui est fuyant, on n'a aucun appui stable, on va dire, et arriver à générer de la résistance dessus pour s'appuyer dessus et créer une propulsion et de l'avancement. Ouais. C'est ce qu'on se disait en préparant cet épisode, c'est qu'en fait, ces deux trucs-là semblent anodins, mais en fait, il va découler beaucoup de choses de ça. Transpercer l'eau, on le comprend bien, c'est passer à travers et passer à travers le plus efficacement possible, Mm. mais c'est aussi s'appuyer pour être sûr, ouais, comme tu le dis, de réussir à avancer tout simplement. Et en fait, ce qui est fou avec cette définition, c'est qu'en fait, elle résume plein de choses et elle est le point de départ de pas mal enfin, même de la quasi-totalité des axes d'amélioration qu'on peut avoir en natation. Ouais. Il y a un truc qui découle de ça, un troisième élément qui est le troisième point clé pour progresser, dont on n'a pas encore parlé. C'est quoi le troisième truc qui vient compléter ça ou qui vient découler de ça, Max? En fait, c'est un peu la réflexion qu'on va avoir sur tous les sports du triathlon et cyclique, c'est comment optimiser son déplacement et tout ce qui va concerner euh, la cadence, l'amplitude, donc la force qu'on va être en capacité de mettre pour générer de l'action. Et, euh, et ces paramètres-là, ils vont être encore plus prégnants pour définir un niveau de pratique, parce que une cadence en vélo va pas nous permettre de déterminer un niveau. On peut avoir des gens qui sont tout le temps autour de 80, 85, 90 RPM, mais suivant le niveau et la force qu'ils vont appliquer, le déplacement ne va pas du tout être le même. Alors que sur cette partie natation, la partie cadence va définir fortement le niveau et on va retrouver des cadences types sur chacun des niveaux, donc des cadences plus faibles chez les débutants et des cadences plus élevées chez les meilleurs nageurs, en plus d'une capacité à pousser fort sur cette cadence élevée là. En fait, ce que tu théorisais là, c'est de se dire que, et la manière dont tu le présentais, c'est que on transperce l'eau, on s'appuie sur l'eau, et ce qui va en découler derrière, c'est des caractéristiques précises et spécifiques à notre nage. Là, tu parlais de la cadence, et l'idée, c'est vraiment de trouver sa technique pour aller euh, chercher le meilleur rendement possible. J'ai l'impression que c'est un truc qui est quand même très individualisé, Ouais. cet aspect-là de se dire la technique de nage, finalement, on en a tous une et elle nous est propre.
On a tous plusieurs techniques de nage même et l'idée c'est de se dire que dans toutes les techniques que j'ai, dans toutes les cartes que je vais avoir dans mon jeu, essayer de sortir la meilleure carte au meilleur moment. Donc si on prend par exemple l'épreuve natation qu'il y a eu au JO de Paris, on avait une partie avec le sens du courant et une partie contre le courant. Euh, on développe deux, voire presque trois techniques différentes. On va avoir une technique avec le courant. On va chercher plutôt de l'amplitude, à chercher à poser sa nage, à pousser fort sur ses appuis. Une partie contre le courant, on va avoir une cadence peut-être bien plus élevée. Et du coup, déjà à travers ça, on va retrouver deux façons de nager qui vont être très différentes. Ok. Et en fait, ouais, Voire la comme tu troisième dis. avec le courant de côté quand on fait le passage de bouée. Donc ça rajoute déjà encore une complexité. On passe de trois façons de se déplacer à trois amplitudes complètement différentes au sein de la même épreuve. Et ça, j'imagine cette capacité aussi à varier sa nage et à avoir plusieurs styles de nage, bah, c'est aussi ça qui fait de nous un meilleur triathlète, un meilleur nageur, qui permet de s'adapter à un peu toutes les conditions. Bah déjà l'essence même du triathlon, c'est d'être en capacité de s'adapter à toutes les conditions météo, de parcours, d'adversité, de nutrition, de température. Enfin, ça arrivait à mettre toutes les bonnes cartes au meilleur moment. Et si on rentre dans le vif du sujet avec le premier axe d'amélioration possible, le mieux transpercer dans l'eau, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux transpercer l'eau et améliorer disons, améliorer sa technique de ce côté-là? Bah, l'idée en fait à travers ça, c'est d'essayer d'avoir la position la plus hydrodynamique possible, donc d'avoir d'une part le moins de surface opposée face à l'eau sur la partie avant, d'avoir aussi une partie arrière qui est plutôt resserrée, qui permet un écoulement de l'eau plus simple. Et après, il y a aussi tout ce qui va concerner la forme du corps, l'alignement. Et la particularité de la natation, c'est que c'est en mouvement. Donc en fait, cette position-là, elle va tout le temps évoluer lors de la nage. Et du coup, il faut chercher à essayer d'avoir le moins de résistance possible euh, sur ça, sur cette partie natation et sur cette principale idée-là. Et à travers ces idées-là, on va développer plusieurs sous-thématiques. Euh, et là, sur cette première sous-thématique, on va développer la partie la bonne respiration. En fait, la partie respiration, c'est déjà quelque chose qui va être un obstacle pour beaucoup de personnes dans cette partie natation pour déjà progresser. La difficulté de la partie respiration, c'est qu'en fait dans l'eau, on va être obligé de forcer son expiration et on va avoir une inspiration qui est très brève. Et ça, c'est quelque chose qui va être éloigné du milieu dans lequel on évolue habituellement et c'est quelque chose à développer pour ce milieu-là. Et on a aussi l'aspect respiration du fait que ça va être quelque chose de primordial pour nous pour maintenir notre effort. Et en fait, notre cerveau, il va être vraiment focalisé sur je dois respirer pour maintenir mon effort et il va moins se préoccuper de toutes les autres fonctions d'alignement, de propulsion, de cadence. Tout ça, ça va passer au second plan. Donc pour moi, déjà, c'est le premier point central de cette idée-là. Et à travers cette idée-là, ce qu'on va chercher à développer, c'est d'avoir le plus de cartes possible dans son jeu. Donc, de se dire, je suis en capacité d'expirer très fort dans l'eau rapidement. Je suis en capacité de moduler ma façon d'expirer de manière très longue. Et c'est ça qui va me donner une adaptation à toutes les conditions d'expiration et d'inspiration. Ça, j'ai l'impression que ça, c'est le truc fondamental chez les gens qui ont du mal à aborder le crawl. J'ai l'impression que c'est toujours le premier truc qu'on leur fait bosser, c'est bah, apprendre à avoir une respiration qui soit la plus posée possible avant de débloquer tout le reste.
C'est ça. Et du coup, bon, on propose un éducatif sous chaque thématique. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un exercice où on s'entraîne à expirer dans l'eau de manière continue, donc sans blocage, et d'avoir une inspiration qui est brève en dehors de l'eau. Donc ça, chercher à le dissocier de la nage, se dire, je me pose sur le côté, je vais travailler différents rythmes respiratoires avec une expiration forcée, une inspiration brève puis une expiration longue dans l'eau et une inspiration brève. Et quelque part, à travers ce genre d'exercice, on va débloquer aussi le diaphragme, qui va être le principal muscle respiratoire, et il va nous donner de l'amplitude et la capacité de pouvoir adapter son expiration à plusieurs timings, on va dire. Donc, Donc ça, éducatif simple, même pas besoin de se mettre en ordre de nage. Il y a juste mm, besoin de se poser au bord du bassin et déjà, si la respiration est un point bloquant, de pouvoir juste apprendre à expirer fort sous l'eau, inspirer, varier les rythmes, même sans avoir à se mettre à nager, quoi. ouais. Et l'idée, c'est de se dire qu'après, cette capacité-là, je vais pouvoir la transférer sur ma nage. Si j'ai besoin de respirer tous les deux coups de bras, bah, je vais plutôt avoir une expiration qui est forcée sur deux temps, donc sur 1, 2, 3 secondes. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise sur avec une respiration au bout de 4, 5 coups de bras. Et pour eux, l'expiration va être plutôt longue et voilà, l'objectif, c'est de trouver une certaine aisance à travers ces différents rythmes expiratoires, inspiratoires, en évitant les blocages qui vont générer une dette d'oxygène et qui vont nous empêcher de pouvoir nager de manière continue et plus longue. On enchaîne avec du coup le deuxième point qui en découle, qui est plus globalement maîtriser les rythmes respiratoires. Tu as largement évoqué ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'éducatif que tu nous as préparé pour travailler différents rythmes respiratoires? Du coup, cette partie éducative, c'était de se dire, je vais nager en crawl dans plusieurs timings très différents. Donc, nager avec 2 coups de bras, avec 3 coups de bras, avec quatre, avec cinq temps de propulsion et chercher à caler ma respiration, mon expiration, mon inspiration sur ces différents tempos-là et quelque part d'élargir mon champ des possibles sur cet aspect respiratoire. Et au sein de la même nage, de se dire bah, sur 25 mètres, j'ai expiré de 4, 5 façons différentes, côté gauche, côté droit, avec une alternance, tout en sachant qu'on va tous avoir un côté préférentiel pour la respiration, mais dans un cadre de développement, je pense que c'est intéressant de développer le côté gauche, le côté droit. Après, dans un cadre série, entraînement ou compétition, on va tous choisir un côté préférentiel et développer toute notre euh, toute notre technique à travers ce côté préférentiel. Ok. Donc là déjà, si vous sentez que vous êtes encore bloqué sur les sujets de respiration, il y a déjà deux éducatifs là que vous pouvez mettre en œuvre assez facilement et qui vont déjà vous permettre de travailler un peu mieux là-dessus. Le troisième point, la troisième sous-thématique de progression, c'est la position de la tête. Est-ce que tu peux nous dire Alors, un mot là-dessus et l'éducatif que toi, tu aurais à recommander pour ça? en fait, sur cet éducatif et sur cette thématique, en fait, la position de la tête va énormément conditionner la position du reste du corps dans l'eau et surtout la partie horizontalité. En fait, plus on va chercher à relever la tête et plus le corps va s'immerger dans l'eau et on va se retrouver sur une position qui va être plus oblique et qui va générer énormément de résistance face à l'avancement. Donc en fait, moi j'aime bien travailler avec des éducatifs de contraste, avec des choses qui vont être très différentes dans des positions extrêmes pour ressentir justement ce changement de position du corps. Et du coup, l'éducatif, ça va être de nager en crawl polo, donc complètement avec la tête en dehors de l'eau, ou d'avoir une nage où on va à l'inverse complètement chercher à rentrer la tête, presque à coller le menton sur la poitrine pour regarder ses pieds et regarder l'incidence que va avoir cette position de la tête sur la position de notre corps et sur l'avancement aussi.
Donc sur une partie crawl polo, on va avoir complètement les fesses sous l'eau, les pieds encore bien plus, et ça va être très difficile de produire de l'avancement. À l'inverse, quand on va chercher à regarder les pieds, on va avoir l'impression que le corps s'enfonce dans l'eau. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un déplacement qui est le plus horizontal possible euh, pour justement avoir la vitesse la plus importante. Ouais. Hyper intéressant, ce travail de contraste. Je me permets un tout petit aparté là-dessus. On commence à arriver sur des éducatifs qui sont peut-être un petit peu moins faciles à appréhender. Sachez que ce sont des éducatifs qu'on utilise dans nos programmes de coaching et globalement tous nos programmes d'entraînement. S'il y a des choses qui sont pas claires, vous avez accès, si vous êtes membre d'un de nos programmes, à un espace qui s'appelle éducatif et ressources, sur lesquels vous trouvez l'ensemble de... Il y a une cinquantaine d'éducatifs qu'on a filmés et commentés en vidéo, sur lesquels vous pouvez vraiment aller creuser s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, et vous retrouvez à chaque fois l'ensemble des éducatifs qui sont filmés et commenter. Donc vraiment, s'il y a des choses sur lesquelles il y a besoin d'aller creuser, vous, en tant que membre de nos programmes, vous avez cette partie éducatif et ressources sur lesquelles il ne faut vraiment pas hésiter à aller pour travailler des éducatifs spécifiques, notamment pas mal d'éducatifs qu'on va pouvoir mentionner ce soir. Je termine le petit aparté et je reviens au point suivant, le point suivant qui est aligner son corps. Ouais. Bah du coup l'idée là ici c'est vraiment d'essayer d'avoir le corps le plus horizontal possible et euh, et du coup d'avoir bah, par conséquence le moins de résistance à l'avancement parce qu'on va réduire la surface qui va être opposée à l'eau euh, pour avancer et on va chercher à faire passer l'ensemble du corps par le même point quelque part. Et du coup, toujours dans cette idée de d'avoir un éducatif qui est de contraste, moi ce que j'aime bien faire, c'est de se dire, bah, tout le monde va être conditionné pour nager le plus aligné possible et juste d'essayer de nager en boule avec les jambes resserrées sur nous, en position dorsale ou ventrale. Bah déjà, on voit que le corps se déplace pas du tout de la même façon, que l'équilibre va être très différent et qu'on va générer bien plus de résistance à l'avancement avec une partie plutôt rapprochée ou se dire je ramène un genou proche du corps et je vais chercher à tendre l'autre jambe et vous constatez ce que ça apporte sur votre nage et voilà et se dire en fait je vais chercher à me regrouper, à m'allonger le plus possible, à avoir une position aussi un peu intermédiaire, un peu assis dans l'eau et comparer ce que ça apporte. Et à travers ce contraste-là, vous allez ressentir des choses. Et la natation, c'est vraiment une partie, enfin, un sport de ressenti, de prise d'informations très différentes et de capacité à, à vivre des expériences et à traiter ces expériences pour en tirer le meilleur et progresser vers ça. Ouais. C'est vrai que tu as raison de préciser ça parce qu'en fait, quand on voit ce genre d'éducatif, on se dit, mais en fait, je sais qu'il faut que je sois allongé. Je sais qu'il faut que mon corps il soit aligné et gainé. Sauf qu'en faisant ce genre d'éducatif où on nage un peu en boule ou qu'on nage pas de manière optimale et qu'on repasse après au classique, en fait, on se rend compte que on n'était pas si allongé que ça et si tendu que ça et Ouais. si gainé que ça. Et l'air de rien, hein, ça peut paraître un truc con, mais une fois qu'on va l'avoir senti une fois, on va le garder un peu en tête et ça va nous permettre d'en être un peu plus conscient que oui, il faut être allongé, oui, il faut être gainé, Ouais. oui, il faut être tendu. Donc, bon, à la limite, ce sera juste 20 ou 30 secondes de ridicule dans la piscine à nager un peu en boule, mais après, sur la nage complète, ça Ah bah, partira ses pour fruits. ça, vous allez dans la ligne avec toutes les mamies qui nagent en brasse et là, voilà, là, Je vous êtes passerai dans votre inaperçu. milieu. Voilà, c'est la façon dont elles nagent, elles sont déjà comme ça, donc ça serait incognito. Le point suivant qui découle aussi de celui-ci, globalement, c'est C'est réduire les de, résistances à l'avancement. voilà, c'est ça. Du coup, d'essayer d'être le plus profilé possible et ça, on va avoir
un exercice qui va être très très parlant là-dessus, avec trois, quatre façons de pousser au mur différentes. Donc avec les bras resserrés, les mains posées l'une sur l'autre, en essayant d'être le plus allongé possible, avec les bras écartés juste de 20-25 centimètres et avec les bras complètement écartés sur le côté en croix. Et vous essayez de pousser au mur avec les bras placés dans des positions différentes et vous regardez jusqu'à quel endroit vous allez, quelle distance vous parcourez. Et bah, c'est assez parlant aussi. Enfin, sur le premier avec les bras resserrés, si on pousse droit, on va dire qu'on peut arriver à 7, 8, 9 mètres. Si vous poussez les bras écartés, bah déjà vous allez aller plus qu'à 5 mètres. Et si vous poussez avec les bras complètement en croix sur le côté, bah, j'en ai certains qui font même pas 1 mètre. Donc, bah, à comprendre qu'en fait, cette position-là fait que bon, on a beau pousser le plus fort possible dans l'eau, si déjà il y a des problématiques là-dessus, bah, on va dépenser encore plus d'énergie pour avancer. Si je récapitule du coup les 5 premiers points sur cette partie mieux transpercer l'eau, pardon. Le premier, c'est trouver la bonne respiration. Le deuxième, maîtriser les rythmes respiratoires du 2 temps jusqu'au 5, 6, 7, 8 temps. Hmm. Positionner sa tête, aligner son corps et réduire les résistances à l'avancement. Max, est-ce que je me trompe si je dis que c'est aussi hiérarchisé dans la manière dont tu l'as présenté, c'est que bah, il vaut mieux d'abord, si les choses ne sont pas acquises, commencer par travailler les premiers items avant de passer au suivant. C'est ça. C'est Ok, plutôt, enfin, quelque part, la partie respiratoire, c'est ce qui va nous permettre d'acquérir une autonomie, une capacité à parcourir une distance de plus en plus importante. Et ça va déjà être un des facteurs limitants pour la suite. Donc, ça va être un des points fondamentaux bien avant tout le reste. d'accord. Donc cette partie-là, mieux transpercer dans l'eau. Allez, j'ai bossé tout ça, j'ai bossé tous les éducatifs, je maîtrise la respi, j'ai la tête parfaitement positionnée et tout le reste du corps qui est parfaitement aligné. La deuxième étape, le deuxième gros chantier, ça va être celui de mieux s'appuyer sur l'eau. Et dans mieux s'appuyer sur l'eau, il y a deux grands sous-ensembles et Mm. finalement, encore une fois, pas mal de trucs différents à travailler. Le premier point que tu mentionnais, c'était rechercher à avoir plus de résistance sur ses appuis. Ça, Ouais. comment tu présentes les choses lorsque tu as des athlètes? Bah, en fait, l'idée à travers ça, c'est que bah, l'eau, ça va être un milieu fuyant et qu'il va y avoir des caractéristiques physiques pour pouvoir rendre ce milieu un petit peu plus solide entre guillemets sur l'appui. Et et on va détailler toutes ces caractéristiques ensemble sur travailler l'ensemble du cycle de nage. Mais concrètement, c'est d'essayer d'avoir la paume de main, l'avant-bras qui va être le plus orienté vers les pieds, donc plutôt à la verticale, alors que sur toute la partie transpersée, on était sur une recherche horizontale. Euh, et on va avoir aussi bah, d'autres, bah, tous les autres paramètres, donc la taille de la surface d'appui, plus cette taille de surface va être importante, plus on va être en capacité de générer un appui solide sur l'eau. Il va y avoir bah, l'orientation de cette surface qui va être aussi importante, donc qu'elle soit le plus orientée possible vers les pieds sur l'ensemble du cycle de nage. Donc il y a des endroits où c'est plus propice et d'autres un petit peu moins, où ça va être difficile de générer de l'appui. Donc complètement sur l'avant, en cherchant à allonger sa nage, bah, devant, il y a très peu de personnes dans le monde qui sont capables de le faire bras tendus, et ça va être quelque chose qui va être très adapté pour les sprinters. Et sur toute la partie fin de poussée aussi, où c'est difficile de générer de l'appui, parce que ça va être très très musculaire et ça va demander énormément d'énergie pour arriver à générer de l'appui sur cette partie-là. On va avoir aussi tout le trajet que va parcourir cette main et cet avant-bras dans l'eau. Donc ça aussi, bah, se dire, est-ce que ça doit être proche du corps, est-ce que ça doit être loin? Si c'est proche du corps, on va être sur des mouvements d'eau qui vont être en mouvement de par la position de notre corps et ça va être plus difficile à générer de l'appui
que sur des masses d'eau qui sont moins perturbées. Euh, par exemple, en triathlon, on va avoir beaucoup moins d'appui quand il va y avoir énormément de personnes qui vont nager au même endroit que nous, et l'eau va bouger un peu dans tous les sens, et ça va être des sensations d'appui qui vont être complètement différentes. On va avoir aussi d'autres éléments, du coup, accélérés sur cet appui. Donc, en fait, être en capacité de ralentir sur le moment où on va venir placer notre appui dans l'eau, puis réaccélérer à nouveau pour générer de la résistance sur l'appui d'un point de vue physique. Et, euh, et après, on va avoir des éléments de fin de poussée, de retour aérien pour avoir un transfert entre le côté gauche, le côté droit, et avec des timings différents suivant les coordinations qu'on va utiliser de nage. Ce que j'aime bien dans cette méthode-là, c'est qu'en fait, on est très pragmatique. On découpe l'ensemble du cycle de nage, donc du mouvement des bras euh, dans l'eau et hors de l'eau. On le découpe dans toutes ses phases et au quotidien, on va essayer de bosser des petits éléments sur chacune de ces phases, avec à chaque fois des éducatifs qui permettent de travailler une ou plusieurs phases. Mais Mm. l'idée, c'est d'être très pragmatique et de se dire, OK, ma performance sur mon avancée dans l'eau, bah, elle se fait sur ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il peut se décomposer en plein de phases différentes. Là, on en a 8. Et en fait, si je travaille séparément, isolément, chacune des 8, et qu'ensuite je l'intègre dans ma nage, bah, naturellement, je vais faire des progrès. Euh, Peut-être on va revenir en détail sur tout ce que tu as mentionné là, Max. Le premier élément que tu mettais en avant, c'est l'entrée de la main dans l'eau et le reach. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées là-dessus, qu'on comprenne bien ce dont il s'agit, et puis quel éducatif tu nous proposes pour travailler ça? En fait, sur cette partie-là, on va avoir vraiment un principe, c'est que plus la main va venir taper dans l'eau, créer de perturbations, plus on va avoir d'air sur cette partie de prise d'appui, et plus l'appui va être fuyant dès le départ. Donc, à travers cette idée d'éducatif, l'éducatif, ça va être simplement de ralentir la main juste avant qu'elle rentre dans l'eau et la poser. Et sur cet éducatif-là, on va avoir aussi un bruit qui va être différent par rapport à notre entrée de la main dans l'eau. Donc, on va avoir des gens qui vont taper vraiment très très fort, ça s'entend à chaque fois qu'ils font un cycle de bras. Là, l'idée, c'est de générer le moins de perturbations possible. Et vous pouvez réaliser cet exercice-là avec un tuba. Vous regardez quand votre main rentre dans l'eau, si elle génère beaucoup de bulles, beaucoup de perturbations dans l'eau ou pas. Et ça, c'est un des éléments qui va être centraux sur votre qualité d'entrée de la main dans l'eau. Donc, sur toute cette partie d'entrée de la main dans l'eau aussi, on va avoir une idée qui est de très largement partagée, d'essayer de la rentrer le plus loin possible devant. Euh, Moi, je préfère vraiment une autre typologie, c'est de la rentrer à un endroit qui est le plus avancé possible, tout en étant le plus optimum possible. Il y a très très peu de personnes qui vont être en capacité d'allonger. Et en fait, quand on va chercher très très loin, on va avoir tendance à avoir la main qui remonte et l'orientation de la paume de main qui va se faire vers le fond et qui va venir perturber l'ensemble des autres étapes. Donc en Donc ça, fait, c'est un peu un conseil pour les pros qu'on voit un peu partout, mais qui finalement est pas applicable chez la majorité des nageurs et des triathlètes amateurs. ouais, pourtant c'est l'élément de départ, et quelque part cet élément de départ, s'il est déjà faussé, on va avoir un impact sur la prise d'appui, sur l'orientation de la surface, sur tout le trajet que va faire notre main. En fait, il faut se dire qu'à travers toutes ces étapes, chacune va avoir un impact sur l'autre. Et quelque part, quand ça part déjà avec un appui qui est orienté vers le fond et pas vers les pieds, on sait déjà que toute la partie avant, elle va pas être propice à générer de la propulsion. Donc en fait, toute cette partie où je vais rentrer la main dans l'eau, l'avancer et puis la ramener après pour ma prise d'appui, en fait tout ça, ça va être du temps de perdu pour rien. Donc autant placer sa main sur le bon endroit pour avoir une prise d'appui juste derrière qui va être efficiente, directe.
Et ça, on le verra après, mais ça va avoir une incidence sur la cadence. Parce qu'en fait, quand on réduit cette distance que va parcourir la main sur l'entrée dans l'eau, et ben notre cadence va augmenter derrière parce qu'on aura réduit ce temps mort et inutile pour la propulsion. Ok, on y reviendra après, mais un point qui est d'autant plus important Ouais. que quand on nage en eau libre, quoi. Ok, entrée de main dans l'eau et reach. On passe à ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est la prise d'appui. Hmm. Du coup, la prise d'appui, ça va être un des éléments centraux de la qualité de notre propulsion. Et à travers ça, on va rechercher un placement de l'ensemble des surfaces propulsives, donc quasiment de l'épaule, coude, poignet, pour avoir une prise d'appui qui va se réaliser avec la paume de main et le plus possible l'avant-bras orienté vers les pieds. Donc cette prise d'appui, pour être efficiente, faut qu'elle se passe largement en profondeur ou alors devant, mais avec le poignet très cassé pour être en capacité de prendre de l'appui sur la main. Mais moi, pour la partie eau libre, triathlon, ce que je conseille vraiment, c'est d'aller chercher quasiment sur le premier quart, on va dire, si on doit dessiner un arc de cercle sous le nageur. Bon, on va dire qu'en fait, cette prise d'appui, elle va se réaliser vraiment en profondeur, bien en dessous de la ligne des épaules, qui va être dans l'eau. Donc, presque chercher l'appui le plus en profondeur possible sur cette phase-là. Et mon éducatif, ça va être d'avoir un crawl. On va chercher avec l'épaule à venir toucher le menton à chacun des cycles. Et en fait, ce mouvement d'épaule va entraîner un roulis bien plus conséquent et on va chercher à tourner, accentuer le mouvement de l'épaule et la position du bras va naturellement se retrouver euh, plutôt entre la position horizontale et verticale, donc entre les deux, et ça va être une position préférentielle pour prendre son appui. Donc donc c'est un éducatif, mais c'est aussi presque une façon de nager qui peut traduire une technique. Ok, donc crawl, épaule, menton. Et non pas sur cet éducatif-là, parce que je sais que tu nous l'as fait faire pas mal de temps. C'est pas menton qui va à l'épaule, hein, c'est l'épaule qui Ouais. vient au menton. En gros, la tête reste vraiment le plus fixe possible, avec un regard plutôt vers le fond. Et bah, vous pouvez réaliser cet exercice avec un tuba et vraiment accentuer le travail de l'épaule pour que quand votre bras passe devant et vienne chercher l'eau, bah, vous sentiez qu'il y a votre épaule qui vient frotter légèrement sur le menton à chaque coup de bras. Et ça vous donne également un repère sensitif sur votre technique et un placement. Je le sens, j'ai la bonne information du toucher, je suis au bon endroit. Je le sens pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas au bon endroit, Ok, ou qui est pas correctement réalisé. ouais. Le point suivant sur la prise d'appui, finalement, en fait, c'est d'abord la taille de celui-ci. Comment est-ce que je fais pour pousser le plus d'eau possible, en tout cas avoir la taille des appuis qui soit la plus grande possible? Bah, sur cette taille-là, en fait, bah, du coup, la taille va être importante parce que plus on va avoir des surfaces qui sont importantes et plus on va être en capacité de s'appuyer sur une masse d'eau. Et ça va aussi être lié à la capacité physique à le faire et à le reproduire. Donc, on a beaucoup de personnes qui vont avoir bah, des tailles de surface ou des orientations d'appui qui vont être comment dire euh, mal orientées ou réduites avec les mains parce que justement l'appui va être trop difficile à prendre et qu'on va prendre trop de masse d'eau et du coup on va chercher à dégrader sa technique pour prendre une surface d'eau que nous on est capable d'emmener dans le temps. Donc parfois se dire bah je fais des petites séries de 25-50 mètres mais proprement où je recherche vraiment de l'appui, je prends une pause et je cherche à reproduire ça, plutôt que de se dire je cherche à avoir des séries longues et quelque part ou avec des surfaces d'appui beaucoup trop importantes, donc avec des gens qui vont nager avec des plaquettes énormes
et qui en fait vont avoir une très grosse dégradation technique parce qu'ils vont pas avoir la capacité musculaire de pouvoir emmener ces surfaces d'appui. Donc Ok. moi, ce que j'aime bien en termes d'éducatif, là aussi, c'est de varier au maximum les surfaces d'appui avec le point fermé pour chercher à réduire la taille de cette surface-là, la main ouverte avec les doigts complètement écartés. Les paumes de main, ça peut être en cuillère aussi, mettre des plaquettes de tailles différentes, de marques différentes, de formes différentes, fait qu'on va avoir des sensations d'appui qui vont être très différentes aussi. Et chercher aussi à travers ces éducatifs à différencier côté gauche, côté droit, parce qu'on peut avoir des gens qui vont avoir un côté propulsif très important côté gauche et qui vont avoir une partie propulsion très faible côté droite. Et du coup, ça nous permet de compenser ça aussi et de savoir de quel côté on pousse le mieux et avoir des sensations différentes sur le déplacement de notre corps. Ouais. Donc on oublie les séances où on fait 3000 avec que des plaquettes. Ok. C'est ça. Ou Euh, on change un peu des plaquettes, mais je pense que d'un point de vue éducatif, il y a une partie où on doit enrichir notre répertoire et essayer plein de formes différentes, plein de tailles différentes, et euh, et c'est ça qui va nous améliorer techniquement et on ouais. va avoir des informations très différentes. Ces deux paramètres-là, j'aime bien les mettre ensemble avec l'orientation de la surface d'appui, parce qu'ils vont être très très liés les deux. Et par l'orientation de la surface d'appui, en fait, c'est vraiment chercher à avoir la main la plus orientée possible vers les pieds et la moins tournée. Donc, en termes d'éducatif, toujours quelque chose de contraste avec une nage par le pouce. Donc, on va chercher à rentrer avec le pouce en premier. Et ça, quelque part, on va avoir une incidence avec notre paume de main qui va être orientée vers l'extérieur. Et on va avoir une orientation de notre surface qui est pas optimale pour prendre de l'eau parce que notre surface d'appui, en fait, avec le pouce, ça va être uniquement la tranche de la main. Donc, on va avoir un peu l'impression d'avoir beaucoup moins d'appui et de prendre moins d'eau. Mais cet éducatif-là, il va avoir une incidence sur le placement de notre épaule, le placement de notre coude qui va être bien plus haut pour réaliser cet exercice-là. On peut faire aussi par le petit doigt qui va être sur la tranche et qui va avoir une incidence sur le coude qui va avoir un autre placement. Tout en sachant que pour avoir une orientation de surface qui est optimale, c'est d'avoir presque le placement du coude avec une entrée de nage par le pouce et d'avoir une orientation de la main et de l'avant-bras qui tourne légèrement pour être orienté vers les pieds. Donc il y a cet éducatif-là, il permet à la fois de travailler l'orientation de la surface d'appui, mais il va fortement conditionner le placement de l'épaule et du coude sur votre nage. Ok, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est on varie les choses, encore une fois, on varie les sensations pour retrouver la bonne sensation qui est de pousser l'eau vers l'arrière, quoi, d'orienter ses surfaces vers l'arrière. Le point d'après que tu mentionnais, c'est le trajet moteur. Ça veut dire quoi le trajet moteur? Qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dessus? Ça va être tout le trajet que va faire votre main et votre coude principalement dans l'eau. Et suivant le trajet qu'il va faire dans l'eau, on va avoir une incidence sur la nage. Donc pour nous en triathlon, le trajet moteur le plus efficient, ça va être le trajet moteur le plus court et le plus direct. Et ça va se traduire aussi d'un point de vue biomécanique par un appui qui se situe dans l'axe de l'épaule. Et c'est là qu'on va avoir le plus de force et le plus de capacité justement à prendre un appui et à pousser fort dessus. Donc moins chercher sur le côté, sur l'extérieur ou sur l'intérieur sous le corps. Et pour ça justement, on a un éducatif aussi un peu de contraste où on va chercher à rentrer la main, à aller pousser le plus à l'extérieur possible sur toute la première partie et à pousser sur l'intérieur le plus possible vers l'intérieur sur toute la deuxième partie, donc sur toute la fin de poussée. Et on peut faire aussi l'inverse. On peut se dire, je vais rentrer ma main dans l'eau, je vais chercher à aller toucher l'épaule opposée et je vais venir pousser avec ma main de l'autre côté au niveau de la hanche euh, où il y a mon appui. Et quelque part, je vais faire un S aussi dans l'autre sens et juste
varier ces trajets-là fait qu'on va se dire, bah, en fait, sur cette partie-là de prise d'appui, bah, je sens que mon trajet est plus efficient à tel endroit, tel endroit. Sur ma fin de ma poussée, il est peut-être plus efficient à cet endroit-là, cet endroit-là. Et petit à petit, on élimine un peu toutes les phases qui sont où on perçoit moins d'appui et on va chercher à reproduire toutes les phases où on sent un appui. Ouais, ça, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était un peu en vogue de recommander un trajet moteur qui soit légèrement S, sur lequel l'appui soit un peu fuyant. C'est ça. Je pense qu'on est revenu maintenant sur un truc où bah, il faut que mon trajet il se fasse, comme tu le disais, dans l'axe de l'épaule et il se fasse en I, il soit sur le trajet le plus court possible pour pouvoir être le plus efficace possible. Cet appui-là, enfin ce trajet moteur-là, il y a un autre paramètre, c'est le suivant qui est important, c'est l'accélération sur l'appui. C'est ça. Donc en fait, sur notre appui, on va chercher à ralentir notre placement de la main pour réduire la vitesse. Et en fait, c'est ce changement de vitesse qui va permettre de générer de la résistance sur l'appui et bah, qui va nous permettre d'avoir un appui qui est beaucoup plus solide et qui va nous permettre d'avoir une amplitude, un déplacement plus important à chaque coup de bras et, euh, et voilà, une meilleure efficience, une meilleure création de vitesse à travers chaque appui. Donc, en gros, l'idée qui se dégage à travers ça, c'est de se dire que toute la partie où je vais avoir la main qui revient sur le retour aérien de l'épaule jusqu'à l'entrée dans l'eau et sur tout le début du placement, ça doit être un trajet qui est en décélération. Et le moment où je vais avoir placé ma main, ça va être un trajet qui va être en accélération vraiment progressive pour générer de la résistance sur l'appui. Et à la fin, je vais chercher à décélérer. Et ça va aussi avoir une incidence sur les phases suivantes, donc sur la fin de poussée et sur le retour aérien pour se dire, bah, en fait, je vais avoir mon bras qui accélère sur le retour aérien au moment où mon bras va chercher à accélérer sous l'eau et avoir un transfert de par la ceinture scapulaire et le mouvement de transfert de l'autre bras vers celui qui est en train de prendre de l'appui. L'éducatif là-dessus que tu recommandes, accélération sur 5 coups de bras, 2 secondes de glisse, accélération sur 5 coups de bras, 2 secondes de glisse. Ça C'est permet ça. de ressentir la nécessité de réaccélérer après, après le temps de glisse. Ouais, puis d'avoir une vraiment un temps d'arrêt dans la nage, quelque chose qui vient saccader, complètement casser notre nage. Et derrière, pour recréer de la vitesse, on est obligé d'avoir une sorte d'explosion sur la création de l'appui, et sur la recherche de l'appui. Et, euh, et c'est ce qu'on cherche à travailler à travers cet éducatif-là. C'est de se dire, j'ai un moment de glisse, j'ai un moment où ça pousse fort, où ça accélère, j'ai un mouvement de glisse et à nouveau je recherche à recréer de la vitesse et ça c'est quelque chose qui est très très énergivore mais mis en place sur une cadence plus importante on va entretenir la vitesse globale du corps à travers ça et ça devient de plus en plus facile en fait c'est je vais générer de la vitesse et après je vais avoir de l'inertie sur si j'ai une bonne position je vais avoir de l'inertie sur ma nage et j'aurai moins en moins besoin d'accélérer parce que ça va tourner presque tout seul là-dessus. Ok. On arrive à la fin de l'accélération. La fin de l'accélération, c'est pas tout à fait terminé. Le bras est pas encore sorti. La fin de poussée. La fin de poussée, comment je peux travailler ça? Alors sur cette partie-là, ça va souvent être chez beaucoup de nageurs, ça va être une phase qu'on va chercher un peu à zapper parce que notre cerveau il va déjà être focus sur l'entrée de la main dans l'eau de l'autre côté. Et cette phase, elle est souvent négligée et pourtant c'est ce qui va nous permettre de gagner 10, 15, 20 centimètres à chaque coup de bras. Et ça, mis bout à bout, bah, ça fait quelque chose qui est très loin d'être négligeable. Et euh, bah, le principal aspect là-dessus, c'est que la plupart des gens vont avoir tendance à avoir une rotation de la main, donc une orientation de leur surface de la main qui va être complètement le long de la cuisse et pas du tout orienté vers les pieds.
Donc en fait, mon éducatif, il va permettre de s'attaquer à cette thématique-là et de se dire qu'en fait, on va chercher à avoir l'ongle du pouce qui vient nous griffer sur la cuisse. Donc du coup, vous pourrez te dire, hein, quand vous rentrez chez vous, non, bah j'ai fait un éducatif, ne t'inquiète pas si j'ai des marques sur le corps, mais vraiment de se dire en fait, d'avoir cette information-là où je sens que l'ongle de mon pouce il vient griffer sur la cuisse, bah ça me force à avoir une orientation sur ma fin de poussée qui est vers les pieds. Et on va sentir cette petite poussée sur la fin du mouvement juste avant d'être sur la prise d'appui de l'autre côté. Ok. Et là, la main sort enfin de l'eau, pardon. Et le retour aérien, là aussi, tu as un éducatif pour nous aider à travailler ça. C'est ça. Donc l'idée principale du retour aérien, c'est de se dire qu'en fait le bras opposé va chercher à transférer le plus d'énergie sur le bras qui va être moteur dans l'eau. Et l'éducatif, ça va être quelque chose en enfin un exercice de coordination, pardon, où on va chercher à avoir de manière alternée soit le bras gauche ou soit le bras droit qui est en poussée dans l'eau, mais de se dire que chaque propulsion est inversée l'une à l'autre, un peu comme les horloges que vous pouvez avoir à la piscine, à se dire avec les deux aiguilles, en fait, elles vont tourner en même temps. Euh, et ça pour avoir un travail sur tous les autres aussi, sur tous les autres éléments, mais surtout un travail de transfert d'énergie. Sur l'éducatif, vous pouvez aussi chercher à vous dire, je vais avoir un timing de déclenchement des deux bras qui va être différent. Donc, soit je vais marquer un temps d'arrêt devant et avec mon appui et le long du corps de l'autre, et après chercher à déclencher de manière, comment dire, soit que un peu saccadé. Donc le bras droit qui va pousser, le bras gauche qui va revenir, on va s'arrêter devant, puis après on va faire le même mouvement avec l'autre et essayer de ressentir ce transfert et cette capacité d'accélération qui va être créée justement parce qu'on va avoir un temps d'arrêt avec les bras devant et le bras derrière. Ok. Nage en opposition, une autre image, c'est considérer que ces deux bras sont les deux côtés d'une pagaie de kayak et que Mm. forcément ils sont toujours en opposition. Ils peuvent pas être ailleurs qu'à l'opposé extrême l'un de l'autre. C'est ça. Ok, ben là on a pas mal creusé ce deuxième point de comment est-ce qu'on appuie mieux sur l'eau avec le détail de l'ensemble du cycle de nage. Une fois qu'on a ça, on arrive à notre propre technique et comment est-ce que on travaille notre technique. Alors, j'avance un peu parce que je vois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux travailler une fois que j'ai déjà bien maîtrisé ces deux premiers points? Donc quelque part, ces deux premiers points vont déjà permettre de définir une grosse partie de notre nage et tout ça, on va le retrouver aussi à travers d'autres éléments. Donc ça va créer notre modèle de base et ce modèle de base-là, on va être en capacité de le faire évoluer à travers des éléments de cadence, euh, des éléments de coordination dans notre nage et d'efficience quelque part de notre propulsion. Donc on avait sur la partie cadence, je le disais en préambule, on va avoir une cadence type pour chaque niveau. Et du coup, l'éducatif, ça va être de travailler avec un métronome pour mémoriser des cadences type de nage et chercher à optimiser sa cadence ou son amplitude. Donc se dire, bah en fait, moi ma technique de nage, elle est sur 40 coups de bras minute. Je vais essayer sur des séries de nager à 45 coups de bras minute. Je vais avoir une dégradation de toute ma technique parce qu'elle n'est pas construite pour évoluer à 45 coups de bras minute. Mais en revanche, je vais chercher à faire évoluer mon modèle vers ça et petit à petit, je vais être en capacité de m'organiser dans un temps qui va être réduit de ce que j'étais capable d'en faire à 40 coups de bras minute en 45 coups de bras minute. Ok. Euh, donc du coup, développer ces aspects-là et augmenter la cadence, diminuer la cadence, bah, pour avoir un travail presque en surcadence ou en sous-cadence et développer plutôt des qualités de force sur l'appui. Ok, donc en gros, un peu comme pour la respiration, être capable de maîtriser un large éventail de cadences pour trouver Ou un peu ensuite comme en vélo, son quelque propre part, se dire, bah, en fait, Ok. je vais bosser peut-être ma cadence idéale, c'est 80 RPM. Bah, en fait,
en travaillant à 70, je vais travailler plutôt sur mon coup d'appui, sur la force que je vais être en capacité d'appuyer sur la pédale, et bosser à 90 tours minute pour avoir une rotation qui est plus conséquente. Et en fait, je vais progresser à travers ma capacité à pousser fort et ma capacité à tourner vite. Ok. Le point suivant sur la technique et le rendement, c'était éviter les temps morts. C'est ça. Donc, en fait, sur chacun de nos nages, il y a beaucoup de gens qui vont nager sur cette partie rattrapée, semi-rattrapée. Donc, rattrapée, on va avoir les deux bras qui vont être devant et je vais pousser de manière alternée sur le bras gauche, puis le bras gauche va revenir devant et après, je vais pousser complètement sur le bras droit, puis il va revenir devant. Et toute cette phase de retour aérien où l'autre bras va être en attente devant, bah, je vais avoir un temps de glisse. Et suivant la qualité de ma position, bah, je vais avoir une vitesse qui va légèrement décroître ou une vitesse qui va très largement décroître. Et du Ouais. coup, se dire en fait, bah, plus je vais mettre de la cadence et plus je vais réduire ces temps morts de propulsion et de moments où je ne suis pas actif dans l'eau. Et Et ça, c'est ça, d'un un point de autre. vue, il y a aussi un point de vue énergétique qui se traduit à travers ça, c'est que quelque part le temps mort va nécessiter une autre accélération à nouveau. Et en fait, je vais tout le temps être sur l'accélérateur, sur le frein, sur l'accélérateur, sur le frein. Et ça, d'un point de vue énergétique, c'est hyper consommateur. Mm. Et c'est déjà problématique en piscine. Ça l'est encore plus dès lors qu'on est en milieu naturel avec un peu de courant, un peu de vague et où les temps morts sont encore plus durement Ouais, payés, quoi. c'est ça. Ok. Donc là, principalement, l'éducatif qu'on peut travailler, c'est se fixer à réduire les temps de glisse et avoir l'impression d'être continuellement sur un trajet moteur qui nous fait avancer sur un bras puis sur l'autre sans qu'il y ait de moment de glisse. C'est ça. Donc ça va être aussi directement lié à la cadence. Ok. Euh, point suivant, qu'est-ce que c'est que le principe d'action-réaction? En fait, plus on va appuyer sur l'eau et cette action-là, elle va avoir une réaction de faire avancer notre corps euh, dans un certain sens suivant l'endroit où on va pousser. Donc, si je vais pousser sur le côté, bah, je vais me déplacer un peu en mode anguille. Si je pousse vers le fond, bah, en fait, la réaction de mon corps, ça va être de remonter et de se dire bah, qu'en fait, chaque action que je vais avoir va avoir une réaction qui va être euh, inversement proportionnelle. Donc, moi, ce que j'aime bien, qui est hyper parlant comme exercice, c'est un exercice de traction à deux bras. Donc, ça va pas être du papillon, mais vous allongez vos bras devant. Vous cherchez à prendre le plus d'appui possible, à orienter vers les pieds, à se laisser glisser. Et à travers ça, ça traduit vraiment la réaction de vos bras et vers quel sens vous poussez. Si la réaction de votre corps, c'est de monter et après de redescendre, bah, ça veut dire que concrètement, vos appuis sont orientés vers le fond. La position de mon corps et la réaction de mon corps sur l'appui, ça doit être un déplacement qui est complètement horizontal. Ok, super test à faire pour voir, pour se rendre compte un peu de l'orientation de nos appuis, ce qui est pas toujours facile à se figurer. Le point suivant que tu mentionnais, pour améliorer son rendement et trouver sa technique, trouver le bon ratio entre amplitude et cadence. C'est ça. Donc, à travers cette idée-là, en fait, on va avoir un ratio où on est, nous, le plus optimum de fonctionner. Euh, et en fait, bah, ce ratio, il va être clairement défini par la cadence que vous mettez en natation et la vitesse de déplacement associée. Donc, pour certains, mettre une cadence très élevée, ça va être très compliqué sur leur technique. Et en fait, leur mode de fonctionnement, il est sur une cadence un peu plus faible. Pour d'autres, ça va être vraiment sur l'amplitude et ils vont avoir une capacité à pousser fort sur leurs appuis, euh, tout en se disant que pour progresser, ben, en fait, on a beaucoup plus de marge sur le point faible que l'on a, plutôt que de chercher à améliorer son point fort. Donc, Ok, euh, souvent, la marge de progression, elle se situe dans les choses qu'on n'aime pas faire et sur les exercices sur lesquels on est en difficulté, et on va jamais. Donc voilà, clairement, et ça, c'est dans toutes les disciplines. Euh,
l'éducatif qu'on peut faire, l'exercice qu'on peut faire à travers ça, c'est de prendre une cadence type, donc de prendre 30 coups de bras minute, 40 coups de bras minute, 50 coups de bras minute, 60 coups de bras minute. Vous regardez le coût énergétique que ça a pour vous et vous regardez aussi l'horloge pour se dire, en fait, sur 25 mètres, je fais tel temps à 30 coups de bras, tel temps à 40, tel temps à 45, tel temps à 50, tel temps à 60, et je compare par rapport à mon ressenti, et on peut avoir des surprises à travers ça, à se dire, en fait, moi d'habitude, je nage à 30 coups de bras minute, mais en fait, je gagne 2 ou 3 secondes quand je nage à 40 coups de bras minute. Ouais, ouais. Donc encore une fois, on est encore dans cette logique de tester et on Mm. va trouver le truc qui est optimal pour nous. Et des fois, sur une cadence bien plus élevée, où on a bien moins de ressenti d'appui et où on se dit, j'ai l'impression de tourner un peu dans le vide. En fait, cette cadence-là, c'est ce qui nous permet d'aller concrètement bien plus vite. Donc, des fois, pas être forcément dans la recherche d'appui de qualité, mais juste de tourner vite, c'est quelque chose qui paye et surtout en triathlon, Ouais. surtout en eau libre de manière générale. Le point suivant, c'est un truc dont on a déjà un peu parlé, améliorer ses coordinations motrices. Comment est-ce qu'on peut bosser ça? C'est ça. Donc, les coordinations motrices, ça va être vraiment la façon d'organiser nos bras, nos jambes, l'ensemble du corps pour être en capacité de se propulser. Et l'exercice qu'on peut faire pour améliorer ces coordinations, ça va être de la nage hybride, donc de varier les nages entre le haut du corps et le bas du corps. Donc, par exemple, de nager bras de brasse sur l'avant et battement sur les jambes. Euh, Ça nous oblige à prendre deux modèles qu'on a de nage, de brasse et de crawl, et de les fusionner pour ne faire qu'un. Donc, on va avoir une coordination qui va se mettre en place pour créer une nouvelle nage à travers ça. Et Ouais. on va dégrader les deux modèles pour en refabriquer un, et on regarde l'assimilation qu'on va avoir de chaque modèle et lequel va être préférentiel. Donc souvent sur ce type d'exercice, quand on va avoir les bras de brasse qui se mettent en place, on va avoir les battements, et sur la phase respiratoire, on va retrouver un ciseau de brasse parce que le cerveau va reproduire le modèle brasse préférentiel pour les bras et les jambes en même temps sur la phase respiratoire, parce qu'il va avoir trois trucs à gérer et qu'il va reprendre un modèle qu'il connaît plutôt qu'un modèle qui est dégradé. Donc souvent on regarde la qualité de coordination sur la capacité à dissocier le travail des jambes, du travail du haut du corps, du travail de la respiration. Et voilà, plus on a de choses à faire en même temps en général, et plus elles sont dégradées et moins bien faites. Et encore une fois, la logique, c'est la même, c'est explorer tout un tas de trucs, élargir son panel le plus large possible pour après être capable d'être plus à l'aise et puis de trouver le bon ratio pour C'est soi. hyper parlant sur me dire, en fait, je cherche quelque chose de base et de fondamental qui est maîtrisé ou pas. Et en fait, quand on voit ce genre de dégradation dans la nage, on se dit, en fait, là, il y a un problème de coordination ou un problème d'alignement ou un problème respiratoire qui est pas maîtrisé à travers ça, même chez des nageurs d'un très bon niveau. Ok. Le dernier point là-dessus, gérer son allure et savoir correctement maîtriser son allure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et pour avoir une approche un peu plus fine de ses allures? À travers ça, on a vraiment l'idée de se dire, je pars pour une distance, comment je vais gérer mon intensité d'effort pour parcourir cette distance-là. Et en natation, on va aussi avoir la problématique de se dire qu'on a un départ qui est plutôt rapide, des changements d'allure qui vont avoir lieu au sein de notre triathlon. Donc, des fois sur du triathlon sprint, ça va être des changements d'intensité à chaque passage de bruit, par exemple, alors que sur du long, on va plutôt chercher à avoir la même vitesse de déplacement tout au long de la distance et à être le plus économe possible. Et en fait, se dire, sur les séances que je vais mettre en place, si je prépare plutôt du long, me dire que je vais chercher à avoir le même nombre de coups de bras par 25 mètres sur mes séries. Donc, je le prends en début de série, au milieu de série, en fin de série, et je regarde quel impact va avoir la distance de nage et la fatigue sur ma qualité de nage. Et si j'arrive à être constant, que je vais faire 20 coups de bras au premier 25 mètres, sur mon 25 mètres du milieu, sur mon 25 mètres de fin, c'est que j'ai la capacité technique, physique
de pouvoir maintenir cette allure-là. À l'inverse, si vous voyez vraiment une dégradation sur ça, donc je sais pas que vous êtes parti à 18, qu'au milieu vous êtes à 22 et que vous finissez à 25, bah, c'est qu'en fait l'impact physique de la séance fait que vous allez avoir une grosse dégradation de votre qualité technique. Et on va avoir aussi l'autre aspect qui va être de répéter les séries et les cadences pour se dire où le nombre de coups de bras avec l'amplitude pour se dire bah en fait ma vitesse correspondante c'est à telle cadence je suis sur mon allure sprint sur une cadence plus faible je vais être plutôt sur une allure M voire 73 et sur une cadence encore plus faible bah, je vais être sur un Ironman et le corps mémorise très bien ce tempo-là et ce genre de cycle pour l'organisation de la propulsion. Donc à savoir aussi que ces éléments-là, en fait, vont pas être individuels et dans leur propre catégorie, mais qu'on a vraiment un aspect de transfert de chacun des éléments et qui va avoir un impact sur l'ensemble des autres. Euh, cette partie variation de cadence, elle va avoir un impact sur toute votre partie d'alignement. Plus je vais augmenter ma cadence, plus je vais avoir de rotation, plus je vais avoir de perturbation de mon alignement parce que ça va être plus difficile de s'aligner à cause du nombre de coups de bras et de la vitesse de rotation et de changement d'angle du corps. Et on va avoir aussi une capacité sur s'appuyer sur l'eau. On va avoir un temps d'organisation pour placer sa main, pour prendre son appui, pour accélérer, qui va être bien réduit. Et voilà, donc on va avoir chaque élément qui va avoir un impact sur l'ensemble des autres. Super. Écoute, on a fait un grand tour de, de ce qu'on avait à vous présenter là-dessus. On a essayé de mettre des éducatifs en face de chacun des conseils qu'on pouvait avoir et de traiter de manière très pragmatique bah, les trois axes que vous aviez pour progresser en natation. C'est des éducatifs et des axes de travail qui sont intégrés dans tous nos programmes d'entraînement. Les éducatifs, vous pouvez les retrouver sur la partie éducatif et ressources que je vous ai partagé tout à l'heure en intro. Merci pour tout, Max. C'était très clair. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite le mois prochain pour un nouveau live sur un autre sujet d'entraînement. Merci à tous et puis merci Max pour avoir pris le temps de toutes ces explications. Merci à vous, bonne soirée. Ciao, salut tout le monde, bonne soirée.